Alors bonsoir à tous. Il est vrai que ça va être difficile de résumer ce projet de loi en quelques minutes. On va se concentrer ce soir uniquement sur le titre, 2 qui est donc le titre qui porte sur la garantie du libre exercice, du culte et donc qui est le titre qui nous intéresse en 1er lieu. Voilà les articles 26 à 45. Je vais essayer de vous proposer, présenter les nouvelles contraintes et peut-être des nouvelles possibilités, qui existent à l'heure actuelle. Il faut savoir que c'est encore un projet de loi qui est bien sûr mouvant et qui va être certainement encore amendé lors des discussions. Donc là, c'est un point d'étape. Alors, on va, tout d'abord, voir les contraintes supplémentaires qui s'annonceraient si le projet est pris en l'état. Donc, je m'adresse particulièrement aux personnes qui sont en responsabilité dans les associations cultuelles et les associations 1905 et également dans les associations, à objet cultuel en droit local, puisqu'on verra que ça sera applicable aussi dans ce cadre-là. Les contraintes supplémentaires, c'est d'abord voilà, ce premier bloc, cette première flèche, retour à une déclaration en préfecture de la qualité cultuelle de l'association pour pouvoir bénéficier des avantages juridiques et fiscaux d'une association cultuelle. Et donc, cette déclaration devra être faite tous les 5 ans avec, effectivement un dossier à remplir en préfecture. Alors ce système existait, plus ou moins, avant 2007, il avait été remis en cause. Aujourd'hui, on est dans un système où en fait, une association, peut, estimer d'elle-même, être, en conformité avec la loi 1905 et ainsi, utiliser les bénéfices juridiques et fiscaux de ce statut-là, sous réserve d'un contrôle de la préfecture. Donc là, on passe à un autre système qui est celui de la déclaration et de l'examen finalement de la préfecture, tous les 5 ans. Voilà, sur ce plan-là, effectivement, nous, on a une réserve parce que c'est un contrôle supplémentaire de l'État sur les cultes et également, le fait que la durée de 5 ans est assez courte et quand on se lance dans un projet, par exemple, de construction de lieux de culte qui va demander des années, avoir la sécurité juridique de son statut d'association cultuelle, est vraiment important sur un plus long terme. Donc voilà, notamment nos suggestions. En termes d'administration et de comptabilité, là aussi, il y a eu un renforcement des obligations. Alors sur l'article 11, il porte sur toutes les associations qui voudront émettre des reçus fiscaux, qui devront maintenant, enfin, si le projet est pris en l'état, déclarer à l'administration fiscale le montant total des dons reçus et le nombre de reçus fiscaux émis, pour que l'administration puisse faire des recoupements. Évidemment, la notion de compte annuel qui est même renforcée avec l'obligation d'une annexe. Et puis, par rapport aux fonds qui proviendraient de l'étranger, un état séparé des ressources dans la comptabilité de l'association, une liste également des lieux de culte à produire et sur, tous les aspects administratifs, liés à l'association cultuelle, des sanctions renforcées pour les dirigeants. Là, c'est une amende de 9 000 € en cas de violation, ce qui est quand même, assez conséquent. Alors c'est vrai que nos suggestions, idéalement, on voudrait le retrait de cette déclaration en préfecture. On sait que c'est vraiment le projet du gouvernement de pouvoir contrôler et avoir une liste, à jour des associations qui exercent le culte, public en France. Donc ce retrait va être difficile. Néanmoins, on pense qu'on pourrait retirer et alléger certaines déclarations qui sont redondantes sur les reçus fiscaux, puisque les contrôles existent déjà, allonger la durée donc de l'attestation de cultualité et puis pour les dirigeants, prendre en compte le fait que la plupart des dirigeants des associations, cultuelles sont de simples bénévoles et donc voilà, au niveau de la sanction pénale nous paraît, assez élevé. Romain, tu peux passer la prochaine slide. Un autre plan qui est très important et que sur lequel le gouvernement tient, c'est le contrôle du financement qui provient de l'étranger, des fonds et avantages qui proviennent de l'étranger. L'idée du gouvernement, c'est effectivement de lutter contre les influences étrangères qui peuvent se faire par le financement, des cultes. Alors, ce qui est prévu à l'heure actuelle, c'est la déclaration en préfecture des financements, voilà, financement, je parle d'avantages, de ressources qui seraient supérieurs à 10 000 €. 10 000 € étant un seuil, qui peut être, voilà, qui peut s'élever après en décret en Conseil d'État.
À partir du moment où vous aurez des financements, supérieurs à 10 000 €, soit de manière ponctuelle, une opération de financement, soit, sur l'année, enfin sur un exercice, comptable, eh bien vous devrez déclarer et il y aurait une obligation de certification comptable. Avec, à la clé de cette déclaration, le droit d'opposition du préfet, dans un cas quand même assez précis, hein, s'il y a une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, hem, affectant un intérêt fondamental de la société. Donc le préfet peut s'opposer à la perception de ces fonds dans ce cas-là et votre association devra restituer ces fonds à leur émetteur, sur opposition du préfet. Donc c'est vrai que ça veut dire qu'il y a une sorte d'insécurité sur la perception de ces faits en termes budgétaires, de ces fonds, en termes budgétaires qui pourraient s'installer. Alors c'est vrai que nos questions de fond sur le financement de l'étranger, elles sont liées, au fait que les cultes sont ciblés, heu, sont uniquement ciblés, alors que l'influence étrangère que souhaite viser le gouvernement, celle de certains États, celle de certaines organisations, dans le cadre de l'islam politique, n'est pas forcément, uniquement, ne se manifeste pas forcément uniquement sur les cultes. Donc là, il me semble qu'il y a une suspicion généralisée sur les cultes en question de fond. On se demande aussi pourquoi on ne peut pas cibler des opérations précises, comme par exemple le financement des lieux de culte, puisque c'est là où il y a le plus de fonds qui va transiter. Pourquoi les dispositifs Tracfin de blanchiment, mais qui visent aussi les opérations de financement du terrorisme, ne peuvent pas être suffisantes. Et puis, un bon nombre de nos associations ne posent aucun souci de sécurité publique et ne pourrait-elle pas être exemptée simplement de ces déclarations et de cette obligation de certification comptable? Donc il semble que ces questions de fond ne sont pas, prises en compte, à l'heure actuelle et qu'il y a vraiment une volonté de transparence sur les fonds qui proviennent de l'étranger, quels que soient les pays, d'origine. Alors donc nos suggestions, plus concrètes sont celles d'augmenter le seuil de déclaration et puis sur l'obligation de certification comptable qui est quand même, assez lourde puisque quand vous faites appel à un commissaire aux comptes, en principe, vous partez pour un contrat de 6 ans, avec des frais, assez lourds, à la clé. Donc nous, on propose plutôt de proportionner cette obligation à une attestation du commissaire aux comptes sur l'opération, la de perception de fonds provenant de l'étranger uniquement, ou alors de réduire la durée, de nomination du commissaire aux comptes, simplement à l'exercice comptable de réception des fonds ou alors à 3 ans, qui est une durée réduite qui existe d'ores et déjà, pour d'autres, choses. Et surtout d'arriver à ne pas pénaliser les petites associations, celles justement qui démarrent et qui parfois ont un soutien tout à fait légitime et qui fait partie de la solidarité, qu'on connaît depuis des siècles, p dans les cultes, dans tous les cultes, la solidarité internationale. Donc de permettre un effet de seuil pour les associations naissantes ou les petites associations en fonction de leur seuil de recettes. Donc sur ce sujet-là, c'est vrai qu'on souhaiterait vraiment que la mesure soit proportionnée et justifiée. Ensuite, il y a tout un plan qui parle de la police des cultes. La police des cultes, c'est un chapitre qui existe déjà dans notre loi 1905 et qui, concerne, l'ordre public, dans le cadre des cultes. La loi 1905 n'avait pas été révisée sur le plan des sanctions pénales. Donc dans le cadre du projet de loi, il y a un renforcement des sanctions. Mais il y a aussi un toilettage, qui nous semble normal et une harmonisation des sanctions pénales par rapport à notre droit pénal général. Donc la police des cultes, ça concerne à la fois l'ordre public, effectivement, il y aurait des nouvelles dispositions sur le fait que des ministres du culte qui seraient, condamnés pour terrorisme, ou des dirigeants ne pourraient plus diriger ensuite une association cultuelle. Bon, soit. Il y a des dispositifs sur, le fait que les associations cultuelles ne peuvent pas, tenir de réunions politiques ou accueillir des réunions électorales. Voilà, ça vraiment, ça ne nous concerne, voilà, ce ne sont pas des choses qui nous concernent. Et puis par rapport à la liberté de la presse, qui concerne la provocation à la haine, à la discrimination, là aussi, les articles ont été revus. Mais le principal apport du projet de loi, c'est la création d'une nouvelle mesure, administrative de fermeture temporaire des lieux de culte et des locaux qui en dépendent.
Cette mesure serait dans les mains du préfet qui pourrait, s'il estime que dans les lieux de culte, il y a et les lieux dépendants, il y a des provocations à la haine et à la violence, fermer temporairement, le lieu de culte. Après avec il y aura une procédure contradictoire avec les droits de la défense, mais néanmoins, voilà, cette possibilité de fermeture. Alors j'ai surligné ce plan-là parce que, au tout début du projet de loi, l'article 47 incluait aussi les faits de discrimination. Et en fait, le Conseil d'État a, assez clairement indiqué que dans le cadre des cultes, la discrimination serait de portée trop générale et trop difficile, à manier puisque forcément les cultes portent, parfois des jugements et qui font partie de leurs fondements doctrinaux et donc que le rôle du préfet devait se limiter à la sécurité, publique et donc ils ont préféré garder les motifs de haine et de violence et laisser de côté la discrimination, ce qui était aussi une de nos demandes initiales dans notre premier avis. Alors sur les deux derniers plans, c'est vrai que l'idée du gouvernement, est de faire rentrer, au maximum les associations aujourd'hui du culte musulman dans le cadre, des associations 1905 qui auront évidemment un contrôle renforcé. Donc, dans ce cadre-là, il vise particulièrement ce qu'on appelle les associations mixtes, qui sont des associations de la loi 1901, mais qui ont en leur sein un objet, cultuel et donc qui font une pratique régulière et constante du culte. Et donc l'idée, c'est de faire rentrer ces associations dans un tronc commun d'obligations des associations, cultuelles, sans qu'elles en aient pourtant les avantages. Donc quelque part, c'est le moyen d'inciter, à ce que, ces associations mixtes finalement, heu, voilà, parce qu'elles auront plus de contraintes, sans avoir les avantages, se transforment en associations, cultuelles. C'est vraiment la logique du projet. Donc pour ces associations, effectivement, il y aura une mention, si elles pratiquent le culte, il y a une mention obligatoire dans leur statut, déposée en préfecture et si la préfecture, s'aperçoit, à l'aune d'un contrôle qu'une association exerce, le culte public, à ce moment-là, elle pourra sous astreinte demander à l'association d'inscrire ça dans ses statuts et donc ça entraîne aussi, les obligations, qu'on a vues par ailleurs et aussi celles de la police des cultes pour ces associations. Elles devront faire un état financier séparé de tout ce qui concerne le culte, sont soumis aussi au compte annuel en forme comptable et puis, effectivement, la certification, comptable sera nécessaire à partir du moment où elles voudront émettre des reçus fiscaux. Là, pour l'instant, sans effet de seuil ou lorsqu'elles auront des subventions publiques ou sous réserve d'un seuil de recettes. Donc c'est vraiment voilà, le grand apport du projet pour, inciter le culte musulman à se structurer en association 1905. On a donc aussi un sujet d'harmonisation du droit local. Donc vous savez qu'en Alsace-Moselle, le code civil local régit les associations et que la loi 1905 ne s'applique pas. Là, le projet de loi va créer une nouvelle catégorie d'associations de droit local à objet cultuel qui aura elle aussi, les obligations du tronc commun des associations, cultuelles. Avant, c'était une référence à la loi 1905, maintenant ça sera inscrit dans le code civil, directement dans le code civil local. Alors c'est vrai que sur cette question des associations mixtes et même aussi sur la question des associations de droit local parce que, hem, aujourd'hui, il n'existe pas d'association de droit local à objet cultuel, il y a vraiment, la question de la notion de culte et c'est vrai que nous, ce qu'on suggère, et notamment pour nos œuvres et donc pour toutes les associations 1901 aussi, c'est de clarifier cette notion d'exercice, du culte public. Effectivement, nous ne voulons pas qu'une association qui, à titre occasionnel, par exemple pour son anniversaire, heu donc organise un culte, juste une fois dans l'année, tombe sous le coup de toutes ces obligations qui régissent voilà, les associations cultuelles, par exemple, ou les associations mixtes. De même, quand, lors de vos réunions, vous pouvez avoir des temps de prière ou des temps de méditation qui peuvent être des activités cultuelles, mais qui sont privées, donc
qui ne sont pas un culte public dans un établissement recevant du public, à ce moment-là, on souhaiterait que ça soit clarifié, que ce n'est pas l'exercice public du culte qui, lui, entraîne l'application des obligations. Donc ça, voilà, ça c'est un point important. Alors, donc là, je vous ai parlé plutôt des contraintes, hein, du volet négatif. Quel point positif? Alors écoutez, il y en a assez peu, hein, on peut le constater. Une modification donc par l'article 26, un abaissement du nombre de membres minimal pour une association cultuelle, qui serait de 7 membres. Là, c'est le droit local qui vient nous permettre une harmonisation dans ce sens-là. Et puis, voilà, des obligations statutaires pour qu'on ait les cultes soient régis par un organe, enfin les associations et un organe qui délibère et qui est compétent pour prendre les plus grandes décisions, sur les lieux de culte, sur le recrutement du ministre du culte, par exemple. Donc ça, ce sont des pratiques que nous faisons déjà, donc qui n'auront pas d'impact pour nous, sur la majorité de nos associations et de leur statut. L'apport, peut-être, sera en matière immobilière, mais vous allez tout de suite voir qu'il est très ténu. Dans l'article 28, par mesure d'égalité depuis la loi sur l'économie sociale et solidaire, les associations cultuelles pourraient avoir la possibilité d'avoir des immeubles de rapport quand elles reçoivent ces immeubles à titre gratuit. Donc, en fait, c'est par legs ou par donation. À ce moment-là, elles pourraient avoir des immeubles qu'elles pourraient exploiter. Néanmoins, aujourd'hui, donc il y a déjà eu un amendement qui a voulu limiter le montant de la valeur de ces immeubles, d'une part, et d'autre part, dans le projet initial, il y avait la possibilité d'être exempté du droit de préemption sur justement ces libéralités. Et en fait, aujourd'hui, cette préemption a été supprimée, donc ce qui veut dire que si votre association veut recevoir un immeuble par legs ou par donation, eh bien, le droit de préemption s'ajoutera. Donc, quelque part, cette, euh, cette avancée paraît très limitée aujourd'hui. Alors, nous, on suggère effectivement que dans l'économie et l'équilibre du projet de loi, comme il y a des contraintes qui sont lourdes et qu'on essaye de faire en sorte qu'elles soient proportionnées, on suggère aussi qu'il y ait des avancées pour le financement privé et par les Français des cultes. Donc, on suggère le maintien et peut-être le renforcement des déductions fiscales, soit par la hausse du pourcentage de déduction fiscale ou par même le moyen du crédit d'impôt. On suggère aussi, parce qu'on voit que nos associations ont du mal parfois à souscrire des prêts bancaires pour les constructions de lieux de culte, d'élargir la garantie d'emprunt des collectivités territoriales, qui aujourd'hui ne peut être donnée que dans des agglomérations en voie de développement, pouvoir l'élargir et aussi que les élus l'utilisent. Permettre aussi l'option d'achat dans le cas des baux emphytéotiques administratifs. Et puis, voilà, s'il était encore possible, de pouvoir gérer des immeubles de rapport acquis aussi à titre onéreux. Donc, on souhaiterait qu'il y ait aussi des avancées pour le financement des cultes, puisqu'il y aura un contrôle renforcé et de transparence euh, voilà, sur leur fonctionnement et leur financement. Voilà, Romain, tu peux passer. Donc, on en est là, du projet de loi. Vous voyez qu'au mois de mars et pendant le mois de février aussi, l'Assemblée nationale et le Sénat vont débattre. Il va y avoir, donc des modifications. On pense que le vote final aura lieu, voilà, peut-être en avril. Le Conseil constitutionnel devra se prononcer également, et ensuite, la loi ne pourra pas s'appliquer, voilà, en elle-même. Il lui faudra des décrets d'application, des décrets en Conseil d'État, et là aussi, dans le détail de ces décrets vont se jouer les histoires de seuil, de certification, de seuil, pour les fonds également. Et donc, les mesures transitoires, dans l'article 45 prévoient que, la loi et les décrets s'appliqueront à 1 an à partir, de l'entrée en vigueur des décrets. Donc on peut penser que, à partir du printemps 2022, ce type d'obligation pourra s'appliquer. Il faudra donc la déclaration en préfecture, et cetera, et cetera. Voilà, ce que je peux vous dire ce soir de manière, assez synthétique.